Raisonner toute chose égale par ailleurs, c'est une expression très importante en sciences sociales que l'on utilise à la fois en sociologie et en économie. En sociologie, on peut s'intéresser aux facteurs sociaux qui font que vous allez pratiquer ou non telle ou telle activité culturelle. Par exemple, la lecture. On peut se demander qu'est-ce qui fait que certains ou certaines lisent plus que d'autres. Imaginons que l'on cherche à savoir quel est le pourcentage d'élèves qui ont lu au moins 3 livres l'été dernier. On va interroger 35 élèves, on va faire un échantillon de 35 élèves. On remarque que sur ces 35 élèves, 14 ont lu au moins 3 livres cet été, ce qui représente 40% des élèves. Comment est-ce que j'ai trouvé le 40%? J'ai fait 14 sur le total des élèves, c'est-à-dire 35, fois 100, et on trouve 40%. Ok, donc 14 élèves ont lu sur 35. On va chercher à savoir pourquoi est-ce que ces 14 élèves ont plus lu que les autres. Quels sont les facteurs qui expliquent cela? Est-ce qu'il y a des causes sociales qui ont influencé ces élèves à lire plus que les autres? On remarque notamment que sur ces 14 qui ont lu au moins 3 livres, 9 sont des filles, c'est-à-dire 64% des élèves qui ont lu au moins 3 livres. On peut alors présupposer que le facteur du genre joue sur le fait de lire plus ou moins. Mais d'une part, il s'agit peut-être d'un hasard, qui ne se vérifierait pas dans d'autres classes où il y aurait autant de filles que de garçons, ou alors plus de garçons que de filles. Ensuite, d'autres facteurs peuvent aussi jouer, comme le métier des parents, le revenu des parents, le lieu d'habitation, le nombre de frères et sœurs, etc., etc. Comment savoir alors si le facteur du genre joue spécifiquement et s'il y a ou pas d'autres facteurs qui influencent le fait de lire plus ou moins de livres pendant l'été? Comment démêler les différentes variables entre elles? Eh bien, une technique est de raisonner toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire isoler toutes les autres variables et ne faire varier que celles dont on cherche à mesurer l'impact. En l'occurrence, nous, on va chercher à mesurer l'impact du genre sur la lecture, le nombre de livres qu'on va lire pendant l'été. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va constituer des échantillons de personnes qui ont toutes les mêmes caractéristiques, ou du moins le maximum de caractéristiques semblables, sauf la caractéristique que l'on cherche à étudier. Dans notre cas, il faudrait donc faire un groupe avec des élèves dont les parents feraient le même métier, là en l'occurrence prof, très original, auraient le même revenu, 2500 € par mois, auraient tous des frères et sœurs, etc., etc. Mais la seule chose qu'on ferait varier dans ce groupe de personnes qu'on va étudier, ce serait le genre. Filles, garçons. Donc là, les filles, à part le fait d'être différentes, de ne pas avoir le même genre que les garçons, elles ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des parents qui gagnent 2500 € par mois, qui sont profs, et elles ont 3 frères et sœurs. Dans ce cas, on peut scientifiquement montrer que si l'on observe une tendance claire entre les filles et les garçons, donc là par exemple, on voit que les filles sont 2 fois plus nombreuses à avoir lu au moins 3 livres l'été que les garçons. Il y a 6 filles et 3 garçons. Eh bien, donc dans ce cas, si on observe une différence significative, eh bien, on peut dire scientifiquement que cela est lié au genre et non pas aux autres variables qu'on a pu énumérer, puisque justement, ce qui aurait pu varier, on ne l'a pas fait varier. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que le revenu, le métier des parents, le nombre de frères et sœurs soit le même. Si on voulait étudier l'impact, cette fois-ci, du métier des parents sur le fait de lire plus ou moins pendant l'été, eh bien, il faudrait faire la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci, ne pas faire jouer le genre, ne pas faire varier le genre. Donc là, on choisit un genre qu'on ne va pas faire varier. Toutes mes personnes que je vais interroger vont être des hommes. Je ne vais pas non plus faire varier le revenu des parents, ni non plus le nombre de frères et sœurs, mais cette fois-ci, la variable qui m'intéresse et que je vais faire varier, ça va être le métier. Je vais avoir des élèves, en tout cas les personnes que j'interroge, qui vont avoir des parents qui sont profs, qui sont infirmiers, ouvriers, chauffeurs, etc., etc. Donc là, je vous en ai mis tout un tas. Si on trouve que parmi donc, toutes ces personnes interrogées, la majorité de mes élèves qui ont lu ont des parents qui exercent un certain type de métier, notamment là dans les exemples, des métiers qui nécessitent de faire des études longues, et bien dans ce cas, on pourra scientifiquement dire que le facteur métier des parents joue, et en tout cas,
un facteur, un sous-facteur en fait de ce facteur métier, ça va être le nombre d'études nécessitées pour avoir ce métier. Et là, on voit que dans mes élèves qui ont lu au moins 3 livres pendant les vacances, leurs parents exercent des métiers qui nécessitent d'avoir fait des études longues, d'être donc passés très certainement par une voie générale et puis ensuite par des écoles préparatoires, l'université, etc. En tout cas, des études qui sont longues, qui sont bac+5, voire plus. Et donc, très certainement, des parents qui maîtrisent le système scolaire et les attentes du système scolaire. Et ça, sociologiquement, on a pu montrer effectivement que ça a un impact sur les pratiques de lecture. Mais si, dans notre résultat, on observe finalement qu'il y a à la fois donc une majorité des personnes qui ont lu, une partie des personnes qui ont lu, qui ont des parents qui ont fait des études longues, mais aussi une grosse partie des personnes qui ont lu, qui ont des parents qui ont fait des études courtes pour faire leur métier, et bien dans ce cas, il n'y a pas de différence significative et donc on ne va pas pouvoir dire que le métier est un facteur explicatif du fait de lire plus ou moins de livres pendant l'été. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de 35 élèves. Ça, scientifiquement, ça vaudrait rien, puisque pour qu'on puisse déjà isoler toutes les variables et faire un groupe suffisamment grand avec des élèves dont les parents ont le même revenu, le même métier, etc., etc., là, il nous faudrait énormément d'élèves pour qu'on puisse avoir suffisamment de groupes homogènes. 35, ça suffit pas du tout. Il faut avoir un échantillon suffisamment grand pour justement pouvoir isoler ces variables-là. Mais c'était juste pour vous donner un exemple. Ok. En économie, on peut aussi raisonner toutes choses égales par ailleurs. On peut se demander, notamment, qu'est-ce qui fait que certains ou certaines achètent plus que d'autres ? On reprend le principe de tout à l'heure, donc on peut étudier 35 élèves et se demander, combien est-ce que ces élèves achètent de glace au distributeur ? Déjà, est-ce que chaque élève achète des glaces ? Et ensuite, combien de glace est acheté par chaque élève ? Même chose, il peut y avoir plusieurs facteurs qui déterminent le fait qu'on va acheter plus ou moins de quantité de quelque chose, qu'on va acheter plus ou moins de quantité de glace, le prix de la glace, mais aussi la mode, sur le fait de manger des glaces ou pas, peut-être de se prendre en photo avec ou pas, le revenu, notre propre revenu ou celui de nos parents, la météo, s'il fait chaud, très certainement on voudra acheter plus de glace. Et comment est-ce qu'on peut démêler toutes ces variables ? Eh bien, comme tout à l'heure, on va raisonner toutes choses égales par ailleurs. Et nous, on va isoler toutes les autres variables et ne faire varier qu'une seule variable. Et nous, on va s'intéresser à l'impact du prix sur la demande de glace. Donc, on peut constituer un groupe d'élèves et on va essayer de faire en sorte que ce groupe d'élèves soit le plus homogène possible. Et donc, on va faire comme si toutes les variables que j'ai annoncées tout à l'heure sur la glace, donc le revenu des parents, la mode et la météo, par exemple, vont être les mêmes pour tout le monde. Donc, tout le monde, chaque personne interrogée n'est pas intéressée par la mode, chaque personne interrogée a des parents qui gagnent la même chose, et pour chaque personne interrogée, la météo est la même. Donc vraiment là, les variables sont les mêmes pour tout le monde, ou alors on pourrait aussi dire, ce qui revient au même, que ces variables sont neutres, n'existent pas. Parce que si ce sont toutes les mêmes pour tout le monde, elles ne varient pas, donc de fait, elles s'annulent en fait. C'est la même chose. La seule chose qu'on va faire bouger, cette fois-ci, la variable qui nous intéresse, ça va être le prix. Donc pour cet individu-là, la glace sera à 50 centimes, même chose pour cet individu-là, mais celui-ci, il devra payer une glace 1 euro, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on observe ? Donc si on met en veille toutes les autres variables en dehors que le prix, et que le prix, on le fait augmenter, eh bien, on observe que au fur et à mesure, je vais trop vite dans mon diapo, au fur et à mesure que le prix augmente, eh bien, la demande de glace baisse. Plus mon prix augmente, moins les élèves qui vont voir le prix là augmenter vont demander de quantité de glace, si bien que même le dernier qui doit payer, lui, 2,50 € la glace, il ne va carrément pas en demander. Donc, si on met en veille toutes les autres variables ici, eh bien, on peut dire, c'est pas moi qui le dis, c'est des économistes néoclassiques qui ont théorisé la loi de la demande, que de manière générale, quand le prix il augmente, la demande elle baisse, et quand le prix il baisse, ma demande elle augmente. Mais cette loi-là, qu'on a vérifiée avec ma petite situation juste avant, elle n'est valable que si on raisonne toutes choses égales par ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, de fait, si on ne raisonne pas toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si on ne met pas en veille toutes les autres variables, et si on prend non seulement en compte le prix, mais aussi
une autre variable, par exemple la mode, et bien là on voit que ma loi elle ne marche pas, puisque quand mon prix il est beaucoup plus élevé qu'un autre, et bien j'ai quand même beaucoup de demandes de glace. J'en ai même plus ici que là, ce qui n'est pas logique puisque là le prix de la glace est plus élevé. Donc là ma loi elle ne marche pas, parce que je n'ai pas pris en compte une seule variable, j'en ai pris deux. Et là on ne sait pas, ça ne veut pas dire que le prix ne joue pas, mais on ne sait pas démêler quelle est l'influence de cette variable-là ou de cette variable-là. Donc là, de fait, quand je ne raisonne pas toutes choses égales par ailleurs, ma loi de la demande ne fonctionne plus. C'est-à-dire que là, si je prends en compte la mode, par exemple, une star est passée à la télé avec la glace en question, et donc le lendemain, les producteurs ont anticipé le fait qu'il allait y avoir une augmentation de la demande, ils ont augmenté leur prix, le prix augmente, mais de fait, la demande va augmenter. Donc là, mon prix augmente, ma demande augmente également. Ma loi de la demande ne marche plus, mais c'est parce que je n'ai pas raisonné toutes choses égales par ailleurs, c'est parce que je n'ai pas juste fait varier le prix, j'ai aussi fait varier l'impact de la mode. D'où le fait que voilà, c'est très important, si on veut connaître l'impact de chaque variable, il faut n'en faire variable qu'une et isoler les autres. Donc par exemple, si on voulait étudier que l'impact de la mode, il ne fallait pas faire varier le prix. Et dans ce cas-là, on aurait eu uniquement l'impact de la mode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur cette expression très importante en SES. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez encore des questions.